Ravi de vous retrouver dans Smart Job sur Bismart, votre rendez-vous RH, emploi et management du lundi au vendredi. Au sommaire de cette émission, bien dans son job, comment préserver la relation de confiance de ses subordonnés. La confiance, on le sait, alimente la performance, mais il faut créer l'alchimie. Flaubert Villiers, la manufacture RH, dans un instant. Le cercle RH, faire cohabiter justement les collaborateurs d'une entreprise avec des indépendants. Ça, c'est une des caractéristiques de la fameuse entreprise augmentée, mais le management aussi, il faut l'augmenter. Comment justement on gère cela? Frédéric Menou, directrice de l'expérience client collaborateur de Mazars, et Rada Mahfoud, directeur général de Malte France, seront avec nous. Et puis fenêtre sur l'emploi, le secteur du solaire qui continue de recruter et même de former, vous verrez. Alki Delichatsos, directrice associée chez Dualson, nous parlera des initiatives de son entreprise. Ça recrute et ça forme à tour de bras. Smart Job, c'est maintenant, c'est parti. Maintenir la confiance et la motivation de ses collaborateurs, ce n'est pas une chose aisée, d'autant plus quand c'est à vous justement de manager. On en parle avec Flaubert Villiers, bonjour. Bonjour Julien. Fondateur de la manufacture RH. Alors ça, effectivement, c'est un sujet, j'ai envie de dire que tous les managers, quels qu'ils soient finalement, quelle que soit la taille de l'entreprise ou les objectifs, ils ont en tête. Est-ce que c'est parfois aussi un sujet qui les empêche de dormir ? Ça peut les empêcher de dormir, mais pour que justement ils dorment bien, il y a du travail à faire au quotidien, régulièrement et surtout sans attendre que les choses deviennent un peu difficiles. Donc il faut vraiment anticiper, c'est du quotidien pour créer cette confiance. Et est-ce que tous les managers ont vraiment conscience de ce sujet-là ? Je pense que celles et ceux qui n'auraient pas conscience de ce sujet-là le vivent au quotidien. Donc à un moment donné, ils en prennent conscience obligatoirement, ça c'est certain, oui. Et c'est une forme de fatalité, je dirais, ou c'est peut-être parfois aussi une souffrance pour le manager ? Il ne faut pas que ça devienne une souffrance, surtout pas. Et ça doit être quelque chose qu'il crée au quotidien, créer la confiance avec ses collaboratrices, ses collaborateurs. Il ne faut pas que ça soit une souffrance, sinon c'est qu'il n'est pas fait pour ce métier-là. Alors quand on parle de souffrance, ça nous fait souvent penser à la relation amoureuse. Et vous nous dites justement, le management et la confiance dans le management, c'est un peu comme dans une relation amoureuse d'une certaine manière. Mais c'est totalement ça, mais il n'y a pas de relation sans confiance, qu'elle soit managériale, amoureuse, amicale. On a besoin de confiance pour créer la relation. Et puis, la confiance, ce qu'il y a de bien, c'est que ça oblige. Quand quelqu'un nous fait confiance, ça nous oblige, nous. On a envie d'être à la hauteur. On a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc la confiance, finalement, c'est un terme qui revient très régulièrement, bien sûr, quand on fait du management. Pourquoi finalement ce terme, et j'allais dire ce sujet, il est si important, en l'occurrence, quand on est amené à manager effectivement des collaborateurs ? Parce que la confiance, elle est au centre de la relation managériale et c'est de cette confiance que va naître l'engagement et la motivation d'une équipe. C'est le moteur de la motivation. C'est le moteur. Alors attention, il ne faut pas se tromper. Confiance, ça rime avec patience. C'est du temps long. On dit souvent, la confiance se gagne en gouttes, elle se perd en litres. C'est très facile de perdre la confiance, c'est très dur de la gagner. Il y a des choses à faire, à mettre en place, justement pour créer, instaurer cette confiance. Alors justement, comment est-ce qu'on peut instaurer, et puis j'ai envie de dire préserver d'une certaine manière cette confiance ? Il y a un sujet qui paraît, j'allais dire, assez basique, assez bateau peut-être, mais c'est celui de la communication. On nous dit souvent, dans une relation, d'ailleurs, relation de couple aussi, ça fonctionne, il faut communiquer. Ça fonctionne aussi quand on veut préserver la confiance de ses subordonnés ? Pour l'instaurer, déjà, ça fonctionne. Oui. Il faut communiquer, ça c'est sûr. Alors communiquer, quand on est manager, il y a deux niveaux. Le tête-à-tête, communiquer avec son collaborateur, sa collaboratrice, écouter ce qu'elle dit pas, ses peurs, ses craintes, ses envies, ses idées, ça c'est important. Et puis quand on est manager, on va aussi communiquer à l'équipe en groupe. Et là, on a une autre posture. Là, on est le guide, celui qui fixe le cap, celui qui va rassurer. Mais cette communication, elle est très très importante. La communication, effectivement, c'est important. Et un des autres sujets que vous évoquez aussi régulièrement, c'est celui de la transparence. Parce que communication ne veut pas forcément dire transparence, en l'occurrence. Non, exactement. On peut communiquer sans être transparent. Et là, en l'occurrence, il faut être transparent quand on manage une équipe. Les non-dits tuent la relation, qu'elle soit personnelle, individuelle, professionnelle. Pas de non-dits. Donc la transparence est très importante. Il y a aussi la cohérence, l'exemplarité. Là, je dis toujours, faut pas se tromper. Être exemplaire, c'est pas être parfait. Personne ne l'est, être parfait. En revanche, quand on est manager, on fait ce qu'on dit. C'est important. Et puis, le dernier sujet que je mettrai en avant pour créer, instaurer cette confiance, c'est la délégation. Oui. Quel meilleur sujet, quel meilleur exemple que de
donner sa confiance à quelqu'un en lui confiant ses propres responsabilités. Là, on est au sommet de la confiance et de la relation managériale. Alors, par quoi ça passe? Comment, j'allais dire très concrètement, moi qui suis manager, comment je gère ça finalement dans mon entreprise? Je le gère au quotidien. Je le gère aussi quand il y a des moments un peu plus difficiles. Oui. D'ailleurs, c'est pas quand tout va bien qu'on est un bon manager. Ouais. C'est facile de l'être à ce moment-là. C'est quand ça se complique, c'est quand il y a des turbulences. Et là, les bons managers, comme par hasard, ils remontent à la surface. Les autres vont continuer de se noyer dans les tréfonds. Donc, attention, au quotidien, on crée cette confiance, cette relation managériale. Et puis, moi, j'aime bien le proverbe qui dit « c'est quand il fait beau qu'on fait le toit de sa maison ». Eh bien, c'est quand tout va bien qu'on crée cette relation pour justement, quand il y a des turbulences, la passer un peu au stress test. Et plus on aura créé une relation saine, forte, durable, plus quand ça va bouger un peu pour des raisons stratégiques, de marché, eh bien, cette relation sera solide. Et un petit mot dans les secondes qui nous restent, mais on a quand même le sentiment aujourd'hui, on en parle régulièrement dans Smart Job, du management de ces nouvelles générations qui ont un rapport complètement différent au travail. Est-ce que finalement, le management et la création, cette création de confiance, elle doit être différente justement ? Elle doit s'adapter, ça c'est certain qu'il faut s'adapter à ces jeunes générations, mais je dirais qu'elle doit être encore renforcée, et qui plus est aujourd'hui, avec le télétravail, etc. Il faut créer cette confiance, cette relation managériale, y compris avec les jeunes générations, en s'adaptant bien sûr. Et ça c'est effectivement très important. Un petit mot juste pour terminer, parce que vous parliez de transparence. Est-ce que c'est facile quand on a une très grande entreprise ou dans une grande entreprise de toujours être transparent? Je crois que ce n'est pas la taille de l'entreprise qui va faire qu'on doit être transparent ou pas. Au contraire, c'est la posture managériale, qu'on soit dans une petite ou grande entreprise. Donc c'est aussi important dans un cas que dans l'autre. Dans un cas que dans l'autre. Merci beaucoup, Flaubert Gullier. Avec plaisir, merci à vous. Fondateur de la manufacture RH dans Smart Job sur Bismart. Comment est-ce que l'on fait collaborer des salariés avec des freelances au sein d'une même organisation? De plus en plus d'entreprises ont franchi le pas en associant des travailleurs indépendants au sein même de leur organisation. Une entreprise augmentée de freelance qu'il faut malgré tout manager et organiser, bien évidemment. On en parle avec Frédéric Menou. Bonjour. Bonjour. Directrice, avec plaisir Frédéric, directrice de l'expérience collaborateur de Mazars. Et puis nous sommes également avec Reda Mahfoud. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Malte France, que l'on ne présente plus, j'ai envie de dire, mais on en parlera quand même un petit peu. D'abord, peut-être, si vous voulez bien, j'ai envie peut-être qu'on fasse un premier petit état des lieux, finalement, parce que depuis la crise sanitaire, on l'a beaucoup dit, beaucoup entendu, beaucoup notamment évoqué dans cette émission, la mutation du marché du travail qui s'accélère. L'état des lieux, justement, peut-être, Reda, pour démarrer, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, j'allais dire, c'est devenu le travail indépendant une réalité incontournable? Est-ce qu'on a des chiffres, justement, d'ailleurs, précisément là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, le monde du freelancing est un monde qui est en croissance depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans même. En revanche, on a observé quelque chose qui est un accélérateur assez évident à l'ère post-Covid, qui est lié à la quête de sens qui s'est accélérée, aux besoins de flexibilité des entreprises qui s'est accru. Et donc, quand on associe les deux, effectivement, le Covid a plutôt été un catalyseur du mouvement freelancing. Et pour vous donner quelques chiffres, effectivement, on était sur une moyenne de croissance à peu près du freelancing de 15% par an, si on regarde ce qui se passe depuis 15 ans. Et depuis le Covid, on est plutôt entre 20 et 25%. Donc, on est sur un vrai accélérateur, en l'occurrence. Oui. Et j'allais dire, c'est pour ça que je dis qu'on va parler un peu de Malte quand même, mais ça se ressent, j'imagine, aussi chez vous, chez Malte, sur le nombre de profils, sur le développement des missions. Vous le voyez très concrètement depuis 2 ans, admettons? Oui. Alors, nous, on aime bien dire qu'on a un freelance qui s'inscrit sur Malte toutes les minutes. D'accord. Un chiffre qui montre de manière assez, je trouve, représentative la dynamique freelance et la vitesse à laquelle ça va. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a 550 000 freelances qui sont inscrits sur Malte. Il y a 1 an, ils étaient 350 000. Et puis, il y a 2 ans, ils étaient à peu près 150 000. Donc, vous voyez le marché dont on parle. Alors, même question, Frédéric, chez Mazars. Alors, vous embauchez peut-être pas un freelance toutes les minutes chez Mazars, quoique. Mais justement, comment vous avez vécu dans une grande entreprise qui est Mazars, ce développement finalement du travail indépendant, et à un moment donné, vous avez décidé de faire corps avec ça et d'en avoir de plus en plus au sein de votre organisation? Tout à fait. En fait, c'est pas une pratique qui est nouvelle chez Mazars. Oui. Ça fait vraiment partie de la stratégie d'entreprise entendue qu'on mène depuis plusieurs années. Donc, on fait appel à des freelances pour plusieurs types de missions, à la fois pour renforcer les équipes avec
spécificités très particulières qui viennent renforcer les équipes. Vraiment sur des compétences que vous n'avez pas forcément en interne. Des compétences qu'on n'a pas en interne et qui vont venir renforcer nos équipes pour répondre au mieux à nos clients. Ou alors venir renforcer nos équipes sur des périodes de forte charge. Donc en termes de responsabilité d'entreprise, on fait attention à l'équilibre vie pro, vie perso de nos collaborateurs et donc de venir les renforcer sur des périodes de haute charge. C'est dans ce cadre-là qu'on les fait appel à eux. Et est-ce que ce sont exclusivement, j'allais dire, des salariés en mal de liberté ou des anciens salariés, en l'occurrence, en mal de liberté, les profils que vous accueillez chez Mazars de travailleurs indépendants ? Non, ça peut vraiment être de tout. Déjà, sur les équipes les plus ouvertes, ça peut représenter jusqu'à 10% des équipes de staffing. Ah oui. Sur les équipes les plus ouvertes. Et on va accueillir, bien entendu, des indépendants, des freelances, plutôt sur des professions intellectuelles, que ça soit en finance, en tech, en IA, en data. Voilà, tout type de projet. Ça peut être des personnes indépendantes, freelance, mais ça peut être aussi nos collaborateurs. Bien sûr. Depuis 5 ans, on a retiré la clause de non-concurrence sur nos contrats. Et en fait, du coup, nos propres collaborateurs peuvent être aussi freelance. D'accord, effectivement. Et justement, mais ça, c'était une question pour Reda, mais dans quel métier on en retrouve aujourd'hui des travailleurs indépendants ? Est-ce que c'est, j'allais dire d'une certaine manière, encore qu'un truc de créatif où on avait effectivement beaucoup de graphistes, de développeurs web, du UX designer, de ce genre de métier ? Alors, est-ce que c'est toujours le cas ? Le terreau du freelancing, c'est le monde de la création graphique et le monde de l'IT. Oui. On regarde ce qui se passait il y a 10 ans, c'était essentiellement ça. En revanche, si on compare les dynamiques entre les différents secteurs, c'est plus ces secteurs-là qui vont le plus vite. Ceux qui se développent très vite aujourd'hui, c'est plutôt les nouveaux métiers d'expertise autour de la compliance, autour de la réglementation, autour de l'IA générative, autour de toutes les expertises nouvelles avec une demande qui est très forte et qui de fait catalyse très fortement les freelances qui ont envie d'aller vers ces métiers-là et qui ont de fait beaucoup plus de chances de trouver un client. Et quand on parle de compliance, par exemple, c'est des freelances que vous êtes capable de recruter dans nos équipes de projet ? Tout à fait. Compliance, finance, IT, audit. On peut vraiment accueillir les freelances sur tout type de mission, dès lors que sécurité, confidentialité, effectivement, sont au cœur du sujet. Parce que comment on gère finalement ce sujet de la confidentialité quand on a finalement les travailleurs indépendants Il y a plein de techniques. Il y a des NDA, des contrats qu'on met en place. C'est vraiment pas une barrière. C'est pas un sujet pour vous en tout cas. C'est pas un sujet pour nous en tout cas à date. Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que finalement aujourd'hui on reste freelance d'un côté, parce qu'effectivement quand on l'est en général on veut le rester, et pourquoi finalement aussi de l'autre côté on a envie de rester salarié aujourd'hui ? Peut-être un petit mot chacun, Frédéric peut-être pour commencer, mais pourquoi finalement vos salariés qui sont chez vous, chez Mazars, ils ont encore envie de rester salariés ? En fait, déjà, je pense qu'il ne faut pas se poser la question, c'est un choix, déjà. C'est d'ailleurs, la marque employeur de Mazars, c'est The Smart Choice. Donc j'imagine que les gens qui sont venus chez Mazars, ils ont fait le choix de venir chez Mazars. Ceux qui ont décidé d'être indépendants en freelance ont fait le choix d'être indépendants, tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas envie d'avoir le même sens dans leur ville, le même équilibre professionnel, les mêmes... De la même manière, on n'oppose pas le freelancing au salariat. On aime bien prendre notre propre exemple. On est 700 salariés, 700 personnes, dont 100 freelance. Donc il y a 600 CDI et 100 freelance dans l'organisation de Malte. Et quelque part, on croit beaucoup au modèle hybride dans lequel on va avoir une complémentarité entre la personne qui va rechercher de l'autonomie, de l'indépendance, de la flexibilité, une expertise et un talent à mettre à profit au sein d'une organisation. Donc c'est plutôt le monde et les moteurs du freelance. Et puis les moteurs du salarié, ils existent aussi. C'est se projeter dans le temps, dans une organisation, faire partie de son actif. C'est deux choses qui ont leur place. Qui ont leur place, effectivement. Alors bon, si on se projette, j'allais dire, un peu plus concrètement dans la vie d'une organisation, par exemple chez Mazars en l'occurrence, comment est-ce que finalement ils travaillent très concrètement, j'allais dire, ces deux types de collaborateurs, en l'occurrence vos travailleurs indépendants et c'est quoi la relation finalement qui se crée ? Est-ce que, par exemple, il y a, j'allais dire d'emblée, finalement une forme de relation hiérarchique avec les collaborateurs internes, j'allais dire, de l'entreprise sur le travailleur indépendant, par exemple ? Alors déjà, je pense que c'est une relation humaine. Bien sûr. Ça reste en interne ou freelance, on reste des humains. Et autant, il y a quelques années, peut-être le freelance pouvait être vu comme un mercenaire. Aujourd'hui, il est vu comme quelqu'un de complètement intégré dans des organisations comme Mazars. Déjà parce que notre moyenne d'âge de 29 ans, en fait, ce sont des jeunes qui sortent d'école. Et aujourd'hui, en école, on demande aux jeunes, est-ce que tu veux entrer dans une entreprise ? Ou est-ce que tu veux devenir freelance ? Donc, ça fait partie d'un modèle complètement intégré. Et voilà. Donc, au niveau des équipes, ça se passe très bien. Bien sûr, il faut mettre en place un management qui soit équilibré, à la fois pour les collaborateurs internes et pour les freelances, et des valeurs managériales qui soient communes aux deux, d'écoute, de bienveillance, donner du sens dans la mission, donner aussi une vision sur les prochaines missions qui pourraient être mises dans le futur.
Et en l'occurrence, on a le sentiment finalement, et c'est un terme que vous donnez régulièrement, notamment chez Mazars, mais que l'entreprise elle est un peu passée en mode projet, en fonction effectivement de vos clients, de vos missions. Est-ce que c'est une des raisons finalement pour laquelle on a de plus en plus de freelance, de travailleurs indépendants dans les entreprises, parce que la manière de travailler, de conduire finalement son activité a un peu évolué aussi ? La manière de conduire nos activités ont évolué, les sujets d'émission ont évolué aussi, donc forcément il faut se renouveler. On ne peut pas avoir tout le temps toutes les compétences au sein de Mazars pour un souci juste de flexibilité et de masse salariale. Donc on fait régulièrement appel à des freelances justement pour venir compléter ces équipes. Bien sûr. Mais ce qui est quelque chose de très... c'est vraiment le principe de l'entreprise ouverte, c'est vraiment quelque chose de donnant-donnant, c'est-à-dire que le freelance va venir pour apporter quelque chose, mais les équipes en interne vont aussi avoir de l'émulation, être contents de travailler avec des freelances parce qu'ils vont leur apporter des compétences spécifiques, différentes. Oui, tout à fait. Un petit complément par rapport à ça. Nous, ce qu'on observe beaucoup, on ne pense pas que l'organisation a changé dans ses fondamentaux, l'organisation du travail et puis le fonctionnement du projet versus ce qu'on va appeler plus la vie de tous les jours dans l'organisation. En revanche, ce qui bouge très vite, c'est le besoin d'innovation, le besoin d'aller vite, le besoin de très vite se retourner, de pivoter. Et donc, autour de ces idées de vitesse et d'agilité, le freelancing est une solution qui est extrêmement positive et favorable. Bien sûr. Parce qu'on peut trouver quelqu'un en 6 jours quand pour un CDD ou un CDI, il faut plutôt plusieurs mois. Parce qu'on va trouver une expertise de niche sur un domaine qui parfois est extrêmement rare. Et le fait de faire appel via des marketplaces avec une technologie qui accélère cette recherche, amène très vite. Voilà, tout ça amène forcément de la vitesse et c'est ça que recherchent de plus en plus les... Alors, un petit coup d'œil, j'allais dire, vu des RH en l'occurrence, parce que d'ailleurs, la question fondamentale, c'est est-ce que cela doit redevenir ou est-ce que c'est en train peut-être de redevenir un sujet RH ? Parce que très longtemps, effectivement, quand on était travailleur indépendant, on dépendait du service achat, on vendait une prestation par définition. Est-ce que par exemple, chez Mazars, justement, c'est en train de rebasculer et d'en avoir une lecture un peu différente, justement ? Totalement. Avant, le sujet était pris plutôt par les services achats. Là, complètement réintégré à la stratégie RH, à la stratégie d'entreprise ouverte, avec à la fois les freelances, les alumni, les startups avec lesquels on travaille. Et en l'occurrence, est-ce que, j'allais dire, pour les RH qui doivent gérer ça au quotidien, est-ce que ça crée des conflits, justement, peut-être en matière de statut, en matière de rémunération ? Comment est-ce qu'on gère ça aujourd'hui ? Alors c'est bien le sujet. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, mais surtout, ce n'est pas la question, parce qu'en fait, un collaborateur indépendant et un freelance, un collaborateur interne et un freelance n'ont pas le même statut via le Code du travail. Donc en fait, le sujet, c'est pas tant est-ce que c'est l'entreprise qui doit gérer ce souci-là, c'est plutôt qu'est-ce qui peut être mis en place pour répondre à cette évolution sociétale, à ces nouveaux profils et leur permettre d'avoir accès, eux aussi, à des avantages en termes de retraite, de chômage, d'accès à des emprunts bancaires ou des choses comme ça. Reda Mahfoud, justement, chez Malte, c'est forcément un sujet que vous regardez nécessairement, le statut, le niveau de protection aussi des travailleurs indépendants. Est-ce que finalement, parfois, on peut considérer que pour ces grandes entreprises, ou ces entreprises tout court d'ailleurs, ça peut être un recours peut-être un peu facile à de la main-d'œuvre auquel on n'offre pas finalement le même niveau de protection salariale, sociale ? Et donc, les freelances bénéficient d'une protection sociale. Ils cotisent, donc quelque part, ils ont aussi une sécurité sociale. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment d'écart. En revanche, là où je partage l'analyse, ou en tout cas la crainte, ou les petites craintes qu'il peut y avoir dans certaines organisations, oui, aujourd'hui, il y a encore une crainte au niveau des RH de faire appel à de l'externe et de le mettre en concurrence avec le salarié interne. Et c'est plus là-dessus que le DRH n'est pas suffisamment légitime encore dans les organisations en France pour être à l'aise, pour gérer la compétence plutôt que de gérer des statuts. Et justement, il faut dans l'entreprise quelqu'un qui joue ce rôle de jonction, créer un modèle de RH un peu plus. Est-ce que c'est, par exemple, chez Mazars, je pense que chez Reda, il y a certainement aussi quelques témoignages, mais est-ce qu'effectivement, vous avez finalement besoin d'un professionnel dans votre entreprise qui est capable de gérer un petit peu différemment cette relation ? Alors, je pense qu'on peut effectivement mettre quelqu'un qui gère cette relation, mais c'est aussi tous les outils qu'on va utiliser peut-être plus traditionnellement sur la communication pour des collaborateurs internes, peut-être à transposer au monde du freelance et au monde des indépendants. Je pense notamment à la marque employeur, à l'expérience collaborateur. Peut-être réinventer ces modèles-là en disant est-ce qu'il n'y a pas une marque
marque pour les freelances, Bien une sûr. expérience collaborateur pour les freelances et les indépendants. Et du coup, jouer sur ces outils-là de recrutement, d'onboarding, de fidélisation. Et je pense que cette personne-là, ça serait ça son rôle, en tout cas. Effectivement, mais la relation entre l'entreprise et le travailleur se renverse un petit peu d'une certaine manière, quand on parle de fidélisation. Reda Mahfoud, d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut finalement effectivement avoir un rôle ou une compétence ou un collaborateur nouveau dans l'entreprise pour gérer ces relations? Oui, alors le sujet est complexe parce qu'effectivement, il y a les DRH, il y a les achats, il y a les métiers. Donc on est dans une organisation où chacun a des envies et des moteurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc le fait de localiser... Ça travaille de manière un peu silotée en plus. Tout à fait. Et donc le fait d'identifier une personne qui est en charge de la coordination est quelque chose que nous, on pousse beaucoup. Oui. On pense que c'est effectivement, on a des premiers exemples qui marchent. En revanche, verticaliser complètement la fonction freelance en faisant une fonction un peu à part, qui va être positionnée plus ou moins en concurrence par moment avec les autres, là, on pense que c'est plutôt pas une bonne idée. Donc, on parle beaucoup de Chief Freelance Officer, ça fait partie de mots qu'on entend beaucoup sur le marché. C'est un peu pareil chez Mazars, on parle de ça, voilà. Donc, on les appelle comment, des CFO? La fonction n'est pas encore créée. Pas chez vous encore. La candidature. Effectivement, voilà. Je rejoins complètement Frédéric sur le sujet de l'onboarding et de la marque employeur. C'est un sujet de marque employeur, ce que j'allais vous demander, mais bien sûr. Complètement de marque employeur. Il faut être extrêmement attentif à ce que les freelances disent de l'entreprise, leur niveau de satisfaction. Bien sûr. Si le marché augmente de 15% par an, la proportion de freelance dans les entreprises augmente de 15% par an. Donc c'est du x2 en 5 ans. C'est quelque chose qu'il faut savoir anticiper. Et le chiffre dit beaucoup de choses sur l'importance que ça a en termes de stratégie. Allez, en 20 secondes chacun, mais vraiment en 20 secondes pour terminer. Mais finalement, comment est-ce que vous voyez un petit peu l'évolution de ça? Alors peut-être d'abord, pour nous dire chez Mazars, comment est-ce que vous voyez l'évolution du nombre de freelances par rapport au nombre de collaborateurs? C'est quoi un peu la trajectoire que vous allez afficher, par exemple, pour cette fin d'année ou l'année prochaine? Alors, je n'ai pas de chiffres, mais je pense que ça va être quelque chose de plutôt exponentiel. Je sais que chez Mazars, on est en train de mettre plein de programmes justement pour les freelances, avoir une plateforme qui leur soit dédiée. Justement, je parlais de... Ça représente d'ailleurs combien en pourcentage de votre masse salariale? Ça peut représenter jusqu'à 10% sur certaines équipes qui sont les plus ouvertes. Sur certaines équipes, mais pas sur la masse salariale globale de votre entreprise aujourd'hui, en tout cas en France. Reda Mahfoud. Nous, on aime bien prendre l'exemple Ça, américain. c'est un bon relais de croissance pour Malte. Lequel? Celui d'avoir des collaborateurs freelance que vous pouvez placer dans les entreprises, en l'occurrence. Et Tout à fait. on fera appel à Malte. Et vous ferez à Malte également. Donc effectivement, l'exemple est assez facile. Non, nous, on aime bien prendre l'exemple des États-Unis qui ont 5-6 ans d'avance dans les chiffres par rapport à la France. Aux États-Unis, il y a 30% des ressources dans le monde de la prestation, des cadres, qui est freelancisé. En France, on est à 12-13%. Donc si on tire le trait, on voit le potentiel qu'on a devant nous. Donc, quand on regarde l'historique, on a des courbes qui sont exactement les mêmes, on a des contextes et des besoins qui sont les mêmes. Donc on est assez confiant et certain que ce chiffre-là, on va le retrouver dans les prochaines années en France aussi. Bon, à suivre dans les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup Frédéric Menou, directrice de l'expérience collaborateur de Mazars, et Reda Mahfoud, directeur général de Malte France, d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Job sur Bismart. Lumière sur les besoins RH de la filière solaire française. Pour terminer cette émission, un secteur qui poursuit sa forte croissance. En 2021, selon Enedis, ce sont 110 000 maisons qui étaient raccordées à l'énergie solaire. Elles étaient seulement 3 000 en 2015. C'est pour vous dire finalement tout le travail qui attend encore Alki Delicatechose. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directrice associée chez Dual Sun. On va explorer un petit peu finalement avec vous les nouveaux métiers que ça crée et les opportunités professionnelles finalement que cela peut générer, notamment au sein de votre entreprise. Un petit mot très rapide sur Dual Sun, votre activité. Bien sûr, Dual Sun est une société française créée en 2010. On est fabricant de panneaux solaires. On a créé le premier panneau solaire hybride certifié au monde. Donc c'est un panneau qui fait électricité et l'eau chaude avec le même panneau. D'accord. Il produit 2 fois plus d'énergie qu'un panneau photovoltaïque classique. Classique, oui. Et du coup, oui, on est basé à Marseille et on a un site de fabrication à Jugerieux, près de Lyon. Près de Lyon. Et c'est quoi les métiers aujourd'hui finalement que vous avez et ceux finalement dont vous avez encore plus besoin pour développer votre activité? Donc,
tous les métiers, vous allez me répondre, mais... Bien sûr, oui. Mais donc, d'un côté, on est fabricant des panneaux solaires. Oui. Et, donc là, il y a des métiers d'ingénierie, de technicien. Oui. Donc, du coup, on a un centre de R&D. On a beaucoup d'ingénieurs pour développer des panneaux, faire évoluer nos produits. On a aussi de l'ingénierie, de voir comment les systèmes se mettent ensemble, etc. Et tout. Et évidemment, il y a tout ce qui est support marketing, commercial et Bien tout. sûr. Mais ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est les poseurs, les gens qui installent les panneaux sur les toits. Et ça nécessite, j'allais dire, des compétences particulières, un savoir-faire particulier? Oui et non. Donc, du coup, il y a 2 compétences quand on pose des panneaux solaires. Il y a des compétences en électricité et des compétences en couverture. Oui, des grilles. Exactement, c'est ça. Mais évidemment, il y a des spécificités avec le photovoltaïque, plus que ce qu'on trouve dans l'électricité ou la couverture classique. Et alors, chez Dualsun, vous mettez, j'allais dire, l'accent sur la formation. Pour quelle raison? C'est l'enjeu clé aujourd'hui pour vous? Recruter, c'est bien, mais il faut aussi former et savoir former aux bonnes pratiques? Absolument. Donc, on est fabricant, mais on se voit que plus qu'un fabricant, on est présent sur toute la chaîne de valeur du solaire, parce que les panneaux, ils ne peuvent pas s'installer eux-mêmes. Donc, on travaille beaucoup avec les installateurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas assez d'installateurs. Et il n'y a pas assez de personnes qualifiées. Donc, eux, ils cherchent des gens aussi, et ils n'arrivent pas à trouver des gens formés. Et donc, vous avez lancé une école de formation donc à Marseille, c'est ça? Qu'est-ce qu'on y apprend, justement? En quoi elle consiste, cette école? Oui, du coup, on a inauguré la Dualsun Academy la semaine dernière, donc on est très fiers. Et en fait, c'est pas... on a déjà... travaille sur la formation depuis 5 ans. Donc, on a lancé un premier projet qui s'appelle Poseur d'avenir, qui est une formation de 3 mois qu'on a fait en partenariat avec Engie et BAO Formation. Donc, c'est une formation très complète, très poussée pour les demandeurs d'emploi qui veulent faire une reconversion. Et du coup, vraiment, qui vient de tout milieu pour devenir installateur solaire. Ça marche très bien. Mais on a formé 150 personnes et avec beaucoup de succès. Mais on s'est rendu compte que c'était pas assez. Il faut encore plus de types des formations, il faut aller plus vite, il faut former plus de monde. Donc, on a créé notre propre centre de formation. Mais j'allais dire, est-ce que c'est à l'entreprise, à une entreprise comme la vôtre, de faire cela? Est-ce que finalement, le pouvoir public qui organise parfois bien la formation, finalement, n'aurait pas pu le faire avec une de... Bien sûr, c'est une bonne question. Pourquoi c'est à vous de le faire? C'est une bonne question et... la raison pour laquelle on est très bien placé, c'est parce qu'on a une relation très proche avec les installateurs. On a un réseau d'installateurs de 300 installateurs en France. On est très en contact avec ces personnes-là sur des questions techniques, commerciaux, support et tout. Donc, du coup, on sait ce que c'est leurs besoins. Et c'est eux aussi qui nous disent que nous, on est très bien placés pour faire ce centre de formation. Et vous formez pour vous ou est-ce que vous formez également pour les autres? Du coup, l'idée, c'est que la Dualsun Academy, c'est un filiale de Dualsun à 100%, mais c'est une entreprise à mission. Donc, du coup, l'idée, c'est que, oui, évidemment, ça va aider Dualsun parce qu'on a besoin d'installateurs, mais l'idée, c'est d'aider le filiale. Parce que on se rend compte pas qu'à l'échelle Dualsun, mais sur le marché global. C'est la filière qui a besoin de manière générale de recrutement. Donc, du coup, l'idée, c'est de former les gens pour nous, pour Dualsun, mais aussi pour le filière au global. Il nous reste 10 secondes, quelques ambitions chiffrées, j'allais dire. Combien vous comptez accueillir, de former, pendant combien, sur quel métier, pendant combien de temps? Donc du coup, l'objectif au début, c'est de former 300 personnes par an. Donc on a 2 modules qu'on appelle des bootcamps de 2-3 semaines. Donc un qui est plutôt axé sur l'aspect poseur, de poser les modules, et un sur l'électricité. Donc c'est vraiment pour les gens qui sont déjà qui ont déjà d'expérience, qui sont déjà dans le milieu du bâtiment, et pour faire ce dernier kilomètre, pour comprendre les spécificités pour poser des panneaux photovoltaïques. Bon, et donc c'est la Dualsun Academy. Merci beaucoup Alki et Delicate Chose d'être venus nous voir aujourd'hui dans Smart Job sur Bismart. Et merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc Smart Job, à retrouver bien sûr sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur le replay de Bismart. Xavier à l'image, Saïd au son, Alexis à l'accueil de nos invités et Nicolas bien évidemment qui a préparé cette émission. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve lundi sur Bismart.